Quand on était étudiant il y a très longtemps, presque 40 ans, quand on passait les examens oraux, on s'arrangeait à ce que les meilleurs passent les premiers et ceux qui sont un peu moins passent après. C'est un grand challenge pour moi que de passer après Dr Boaz et professeur Mohsen. Et à la limite, en avant, je me disais, je vais demander à ce qu'on me reporte pour l'après-midi parce que ce que je présenterai serait un peu maigre comparé à ce qu'ils ont dit. Enfin, on va y aller. C'était programmé hier, les premiers avaient la chance d'être pour la séance. Alors, moi, je vais vous parler très rapidement du système de santé et de couverture médicale de la Mauritanie, en faisant un bref état des lieux et surtout en brossant très rapidement les perspectives. Je commencerai d'abord par, avant cela, de faire quelques rappels sur la Mauritanie pour que vous suiviez bien le contexte. Pour ce qui est de la Mauritanie, c'est un pays. Et si je fais ce rappel, c'est parce que ça a son implication en termes de santé. C'est un vaste territoire de plus d'1 million de kilomètres carrés et des articles à 80%. C'est une population totale d'un peu moins de 5 millions d'après le dernier recensement de 2024. Un taux annuel d'accroissement qui est de presque 3%, 2,97 en 2023. Une espérance de vie qui, alhamdoulilah, a beaucoup augmenté ces dernières années, parce que maintenant on est 68,5 ans d'après les données de 2023, alors que jusqu'à le début des années 2000 était considéré comme vraiment chanceux tout Mauritanien qui arrivait à dépasser la cinquantaine. Un PIB de 10,76 milliards de dollars courants en 2024 et un taux de croissance de 4,4% pour cette même année, et un ratio dette PIB qui a sensiblement baissé ces dernières années pour se situer à 45%. Le PIB par habitant est de 2120 US dollars par an, dollars par an des États-Unis, ce qui nous met dans la tranche basse, si je veux dire, des pays à revenu intermédiaire. Un indice de développement humain de 0,54 en 2022, et donc ça nous classe 164e sur 193 pays. Une incidence de la pauvreté qui était de 28% des ménages en 2019, d'après la dernière enquête sur les conditions de vie des ménages. Naturellement, ce taux est un taux national et il y a de fortes disparités entre les milieux urbains et les milieux ruraux et entre les régions. Maintenant, allons dans l'état des lieux et je distingue le système de santé du dispositif d'assurance maladie, en quelque sorte, même s'ils sont très liés. En Mauritanie, l'organisation du système de santé est une organisation hiérarchique. Vous avez un niveau primaire avec des postes de santé et des centres de santé et qui, en général, à l'intérieur du pays, offrent des services de soins de base, que ce soit la prévention, la vaccination, les soins maternels et infantiles, le traitement des maladies courantes. Et au niveau secondaire, donc au niveau des chefs-lieux de région et au niveau des principales muqatas, des principales ou des plus grands départements, vous avez des hôpitaux régionaux ou des centres de santé de catégorie A, comme on les appelle, qui fournissent quelques soins spécialisés pour des maladies plus complexes que celles traitées au niveau primaire, comme les urgences, la chirurgie, des soins spécialisés dans divers domaines, comme la pédiatrie, la gynécologie, la médecine interne, etc. Et puis vous avez au niveau tertiaire, qui est du niveau national, à Nouakchott, la capitale, vous avez des hôpitaux nationaux et des établissements spécialisés qui sont principalement concentrés donc à Nouakchott. Et il y en a 16. En termes aussi d'organisation, du développement du système de santé, nous avons eu des progrès récents significatifs en termes de développement de l'offre qui ont permis de porter le taux de couverture sanitaire dans un rayon de 5 km à 83%. Donc il reste 17%. Ces 17%, comment on fait? Naturellement, nous ne sommes pas aussi développés que le Maroc et nous n'avons pas des gens comme le docteur Boaz, mais il y a des tentatives timides de stratégie mobile pour toucher les 17% qui ne sont pas, pour lesquels l'offre de santé disponible est disponible dans un rayon de 5 km. Pour ces 17%-là de la population, qui sont en grande partie, puisque 8% parmi ces 17% sont des nomades, il y a un peu des équipes mobiles, notamment à l'occasion
des campagnes de vaccination et à l'occasion de la lutte contre certaines maladies saisonnières. Ça, c'est donc pour ce qui est du côté de l'offre. Pour ce qui est du côté de l'utilisation des services de santé, nous avons aujourd'hui, d'après les données de 2024, pour les enfants de moins de 5 ans, un contact par personne et par an, ce qui est à peu près la norme de l'OMS. Par contre, pour les personnes, pour les adultes, nous avons 0,5 contacts par personne et par an, c'est bien en deçà de la norme. Quelles sont les principales contraintes? J'ai essayé de ne pas détailler, même si beaucoup de celles qui ont été citées, notamment par le docteur Baal, se retrouvent chez nous en plus petit, naturellement, du fait de l'effet population. Mais nous avons une étendue du territoire très importante, comme je l'ai dit, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés, et nous avons une forte dispersion de la population. Cette forte dispersion de la population pose un grand problème, et notamment depuis 1992, nous avons commencé ce qu'on a appelé le processus démocratique. On a eu un éclatement en quelque sorte, y compris parfois au sein des familles, parce que chacun voulant avoir sa place dans l'échiquier, veut être indépendant, et donc une même famille peut se partager en 3 localités, et chacune va demander une infrastructure de santé, une école, un système d'alimentation en eau potable, et ainsi de suite. Et donc cette forte dispersion de la population, encouragée par des considérations politiques depuis 1992, fait peser un grand problème, accroît la demande d'infrastructures sanitaires. Naturellement, nous avons un déficit de personnel médical. Nous avons 2,36 médecins pour 10 000 habitants, alors que la norme de l'OMS, moi je croyais qu'elle est 17, vous venez de dire qu'elle est de 15, donc nous sommes bien en deçà de cela. Et notamment dans les formations sanitaires à l'intérieur du pays. Vous disiez qu'ici, il y a un axe Marrakech, Casa, Rabat. La même chose chez nous, avec ce développement de la médecine privée, de laquelle parlait le professeur Mohsena tout à l'heure, il y a un peu d'enthousiasme des médecins pour aller à l'intérieur du pays, dans les zones où il n'y a pas possibilité de cumul de médecine privée avec la médecine publique. Et donc, avec le système de clientélisme et le système de bras longs, les gens préfèrent rester à Nouakchott ou à la rigueur d'être à Nouadhibou, qui est la capitale économique, ou à Zverat, la capitale minière, parce que là, il y a une demande solvable en quelque sorte de médecine privée. Par contre, s'ils sont à Néma, s'ils sont à Youn, s'ils sont dans le fin fond du pays, il est sûr que le revenu qu'il va avoir de l'exercice privé de la médecine va être très modeste. Et donc, il y a ce problème-là. Monsieur, 2 minutes, s'il vous plaît. Ah d'accord. Ça passe vite. Il y a encore naturellement aussi la faiblesse des plateformes, des plateaux techniques, des formations sanitaires à l'intérieur du pays et les problèmes d'équipement du fait de la modestie des moyens. Le budget santé chez nous, il est de 4,12% du PIB, des dépenses de santé, alors que la norme OMS est de 5,8, si ma mémoire est bonne. Il y a aussi les coûts d'accès. Nous faisons en Mauritanie ce qu'on appelle le recouvrement des coûts. Et même s'il y a des coûts sont réduits comparativement au secteur privé, il y a un problème d'accès lié au coût des soins de santé, et notamment à l'intérieur du pays, où les sources de revenus sont assez peu importantes, où les populations vivent essentiellement à partir des transferts effectués au niveau de la capitale et de la diaspora. Voilà. Donc ça, c'était pour l'aspect offre de santé. Maintenant, pour ce qui est de la couverture médicale, qui permet d'accéder à la santé, nous avons 2 institutions qui s'en occupent. Nous avons la Caisse nationale d'assurance maladie, qui gère un régime d'assurance maladie de base, qui bénéficie aux parlementaires, fonctionnaires, agents de l'État, personnel des forces armées, gestion d'activité, personnel des établissements publics, des sociétés à caractère public et personnes morales de droit public, personnel aussi des sociétés du secteur privé qui adhèrent à la CNAM, et aux titulaires de pensions de retraite issus de ces différents groupes. Et naturellement, les enfants les conjoints et les enfants de moins de 21 ans. La CNAM gère également ce qu'on a appelé un programme spécial financé par l'État dans le cadre de la stratégie de lutte contre l'exclusion et de promotion de la solidarité. La délégation à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion, qu'on appelle TAAZO, finance un programme
d'accès à l'assurance maladie pour 300 000 familles nécessiteuses, donc sur le budget propre de l'État, et ça permet donc d'augmenter le nombre de bénéficiaires de l'assurance maladie. Il y a 2 ans a été créée la Caisse nationale de solidarité en santé. Et cela a pour objectif de permettre aux salariés, aux travailleurs du secteur informel de bénéficier d'une assurance maladie et de contribuer donc ainsi à la réalisation de la couverture sanitaire. La Caisse nationale d'assurance de solidarité sanitaire, comme vous le voyez, elle est à sa 3e année. Donc elle se déploie aujourd'hui uniquement dans la capitale, dans une des 13 régions du pays. Et ce qui fait que pour le moment, nous avons un taux de couverture par l'assurance maladie qui est de 22% de la population, pas plus. Quelles sont les contraintes pour ce qui est de l'assurance maladie? C'est la faiblesse de l'offre et de la demande d'assurance maladie du fait de la prépondérance du secteur informel. Nous avons un secteur informel qui représente plus de 80% de l'emploi qui est essentiellement précaire et peu rémunéré, donc les titulaires ne peuvent pas contribuer volontairement à l'assurance proposée par la CNAM. Voilà. Donc, maintenant, je respecterai les 2 minutes. Passons aux perspectives, rapidement. Je n'aurai que 2 slides. Comme vous le savez, nous avons en perspective un desserrement de la contrainte budgétaire avec l'exploitation du gaz et d'autres ressources minières. Nous constatons depuis 2019 un accroissement sensible de l'allocation budgétaire dans la santé, qui a déjà permis beaucoup de choses en termes de recrutement, plus de 500 personnels de santé en 2024, un peu plus en 2023, plusieurs réhabilitations et constructions d'infrastructures et naturellement le renforcement des plateaux techniques. Donc ce desserrement de la contrainte budgétaire permettra pour les prochaines années donc, de continuer sur la même lancée et donc d'améliorer sensiblement l'offre de santé en mettant l'accent sur la qualité, par le renforcement des ressources humaines, des équipements et aussi par une meilleure gouvernance du secteur. Et dans ce cadre-là, nous avons vu qu'au Maroc, les collectivités territoriales ne sont pas très responsabilisées. Naturellement, chez nous, encore moins, mais nous avons depuis 2 ans une volonté des pouvoirs publics de promouvoir la décentralisation à travers un transfert effectif des attributions et des ressources budgétaires correspondantes, mais aussi une mutualisation de la fonction publique en quelque sorte, une mutualisation des ressources humaines de l'État pour l'appui des collectivités territoriales. Et donc, nous espérons que si les collectivités territoriales, que sont les régions chez nous et les communes, ont leur mot à dire en matière de santé, c'est ce qui renforcera la gouvernance du secteur. Et, nous avons par ailleurs, comme option ou comme orientation générale depuis quelque temps, depuis août dernier, depuis le nouveau mandat de l'actuel président, une volonté affichée d'amélioration sensible de la gouvernance et de renforcement des institutions de contrôle, et notamment on compte sur cet effet dissuasif-là pour améliorer la gestion du système sanitaire. Naturellement, il y a un grand problème qui se pose chez nous, c'est celui de la qualité des médicaments. Et il y a eu quelques avancées ces dernières semaines. Et donc, le strict contrôle de la qualité des médicaments devrait normalement permettre une plus grande efficacité des soins, parce qu'aujourd'hui, c'est que là où les bas blessent, ce n'est certainement pas la formation des médecins qui sont formés comme leurs collègues un peu partout, mais c'est surtout la qualité des médecins, la qualité des médicaments. Et quand moi qui suis sous traitement chronique pour mes yeux, si je ne fais pas envoyer mon courrier du Maroc ou du Sénégal à côté, je suis sûr qu'il est frélaté. Voilà. Maintenant, voilà, j'en ai fini, madame, j'en ai fini, docteur. Voilà, pour ce qui est de l'assurance maladie, il y a donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce programme, ce vaste programme de soutien à l'accès des familles nécessiteuses à l'assurance maladie, financée sur le budget de l'État. Une première phase de 300 000, maintenant il va y avoir une deuxième phase.
avec le déversement de la contrainte budgétaire. Et puis, il y a la montée en charge de la Caisse nationale de solidarité sanitaire, qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, ne couvre que la capitale et une partie de l'une des régions. Elle va étendre progressivement son activité, et donc l'assurance des opérateurs du secteur informel à tout le pays progressivement. Et là, elle a été couplée, cette caisse de solidarité sanitaire, avec les fonds de la zakat et aussi avec les mécanismes traditionnels de solidarité. N'importe quel homme d'affaires, un homme d'affaires qui veut faire du bien et assurer tel nombre de populations, il peut le faire, moyennant une contribution assez modeste. Et la Caisse prend en charge une partie. Ce qui fait qu'il y a en quelque sorte un appel à la solidarité pour offrir une assurance maladie à des personnes qui, du fait de leur appartenance au secteur informel ou de leur inactivité, ne peuvent pas avoir l'assurance de régime commun mise en œuvre par la Caisse nationale d'assurance maladie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention.